La carte et le territoire de Michel Houellebecq s'ouvre sur une mise en abîme spectaculaire. Jane Martin contemplant puis détruisant son dernier tableau, Damien Hirst et Jeff Koons se partageant le marché de l'art. Hirst était au fond facile à saisir. On pouvait le faire brutal, cynique, genre « je chie sur vous du haut de mon fric ». On pouvait aussi le faire artiste révolté, mais quand même riche, poursuivant un travail angoissé sur la mort. L'incipit de quitter la ville de Christine Angot met encore plus directement en cause le marché. Je suis 5e sur la liste de l'Express, aujourd'hui 16 septembre, et 5e aussi sur la liste de Paris Match dans les libraires du 16e. Je suis la meilleure vente de tout le groupe Hachette. Quitte à la reposer une étiquette venue d'ailleurs, il m'a semblé que l'un et l'autre reproduisent certaines tendances du bling-bling, cette esthétique du clinquant et de l'excès qui accomplit et met en scène du même souffle l'accès à la reconnaissance par un spectaculaire exacerbé. Et le rapprochement est facilité d'ailleurs par le fait que Damien Hirst est un des startistes, comme on l'appelle, les plus fréquemment mentionnés dans le numéro d'essai consacré au bling-bling. Mais sans partager les conclusions de certains des collaborateurs du dossier, pour qui cette esthétique accomplit définitivement, enfin, etc., le deuil d'un espace retranché des lois et mécanismes de l'économie générale, le deuil de la paratopie, dirait Mengno, je m'accorde avec eux pour y voir une interrogation plus ou moins agressive ou cynique, selon les cas, de l'art comme objet de spéculation. Rien de moins bling-bling sans doute que l'œuvre de Gide, bien qu'il ait pu se rapprocher malgré lui de la figure de l'artiste révolté mais riche, figure qui m'intéresse de plus en plus, je crois qu'il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Néanmoins, on peut trouver dans Les Faux-monnayeurs, comme dans un roman de René Dunant qui lui est contemporain et répondant au titre subtil du prix La Combine, une appréhension de la dimension économique de la sphère littéraire attentive aux vertiges de la valeur, aux engouements et cracks des cotes symboliques, ce qui permet de tracer un fil à l'anti-roman de l'entre-deux-guerres à la littérature contemporaine. Et j'avancerais même que, de manière un peu aventurée tout de même, que d'une époque à l'autre, on voit précisément disparaître la distinction entre deux régimes de spéculation littéraire que Dunant et Gide explorent de manière distincte, régime médiatique et commercial d'un côté, régime avant-gardiste et symbolique de l'autre. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je me pencherai en premier lieu sur le curieux roman de René Dunant, dont la trajectoire est elle-même des plus étonnantes pour ce qu'on en connaît du moins, car le mystère continue de planer sur de larges pans de sa vie, au point que certains mettent en doute son identité. Bible du succès en littérature, selon la dédicace de mon exemplaire, ce roman suit les aventures d'un couple d'écrivains lancés dans la course au prix fondée par le baron Combin, de l'envoi des exemplaires aux 30 jurys à la victoire finale de l'écrivaine Dany Sist, en passant par les visites aux jurys, les pressions des éditeurs, les rumeurs des journalistes et les soirées mondaines. Cette satire mordante n'a pour ainsi dire jamais été commentée depuis que dans la perspective ou presque d'une charge unilatérale contre les prix littéraires. Or, ce texte est plus complexe que ce qu'il affiche dans son titre et la fictive présentation par XXX de l'Académie française le laisse déjà entrevoir. Contrairement aux textes qui se prennent au piège de la dénonciation et se bornent à décrire l'envers du monde littéraire, oubliant ainsi de l'écrire, le prix La Combine correspond pleinement à la définition de la satire selon André Bello. Celle-ci, certes, isole son objet dans la distance, mais dit l'inauthenticité de la vie littéraire dans et à partir d'un exercice assumé de la littérature. Cela se voit entre autres dans la réécriture voilée de l'incipit de Chéri, de Colette, dans l'exercice de style des envois dédicacés d'exemplaires, dans la frénésie onomastique des noms propres et titres d'ouvrages. Par exemple, dans les recueils ou journaux mentionnés, on trouve les Célestes Guimauves et les poèmes Fumivores, et, comme titre de journal, l'Emphysème et le Bouche-trou. Ainsi que dans le pastiche des biographies ou entrevues littéraires, je cite, les 4 yeux annoncent ainsi, dans un plagiat anticipé de Paris Match, 6 portraits de Dany Sist. Dany Sist écrivant ses premiers bâtons à l'âge de 4 ans. Dany Sist malade à 6 ans, bien portante à 8, etc. Pendant que l'amant de Dany, Paul Le Rêve, déclare à un journal concurrent « L'art n'est pas un cornet de berlingot » ou encore « La poésie est une forme de analphabétisme » et enfin, 25 ans en avance sur le deuxième sexe, « On est mâle, on devient femme ». Plusieurs de ces marques signalent une intertextualité ironique, font de la caricature de la vie littéraire un exercice ludique, volontiers excessif, mais ancré dans le langage et non pas obnubilé par la référentialité et le dévoilement mimétique. Et parallèlement, un autre type de réécriture est à l'œuvre qui détourne les termes décrivant les activités financières et commerciales pour les appliquer à la sphère littéraire et en faire l'arête principale de la charpente narrative. Et dès le premier chapitre, Dany répond à Paul qui s'étonne « Tu ne mets pas plus de linge? Tu auras l'air d'une grue. » Les lacombineurs ne m'auront pas, mais quitte à faire banqueroute après le prix, je leur permets de tirer des traites à 60 jours.
Et pour leur montrer que les traites ont une bonne garantie, je vais en costume d'inventaire. Alors, le ton est donné. Les interactions entre personnages tout au long du roman seront indexées sur une pensée économique et décrites comme des transactions. Dany, dans sa haine envers une jury, s'exclame « Elle ne sera pas bonne marchande d'avoir dit que je semblais une vendeuse des galeries. Tout comme elle lance à Paul après leur rupture, ça te coûtera pas mal. » Ailleurs, elle condamne la jalousie, taxée d'avarice amoureuse, ou se félicite d'avoir plus de ressources littéraires et psychologiques que son amant. Et ceci fait sonner plus fortement les connotations économiques de plusieurs expressions. Notez à propos d'un journaliste qu'il emmagasine les propos échangés autour de lui, avec l'air de ne pas y toucher, laisse entrevoir qu'on accumule ces informations pour leur valeur éventuelle sur le marché médiatique. Et cette intertextualité économique culmine dans la progressive constitution d'un véritable système spéculatif. Avides d'informations sur les écrivains lancés dans la course au prix, les journaux en viennent ainsi à organiser un betting. On cotait les chances des candidats. Grisonza venait en tête à 4 contre 1, et ainsi de suite. Ces cotes affichées sur un énorme tableau d'affichage génèrent d'énormes opérations, la création de bureaux de paris, de syndicats formés pour soutenir tel ou tel autre candidat, et enfin d'un cartel cosmopolite rachetant les paris en sous-main de Lacombe's Syndicate pour aboutir à des émeutes populaires et des renversements de ministères. Et je souligne en passant l'emploi exhibé de l'anglais pour souligner la dimension économique de cet aspect du roman. L'intérêt du roman de Dunant, à cet égard, ne tient pas tant à ce qu'il soit un des premiers à introduire dans la fiction les enjeux liés à cette nouvelle instance du champ littéraire, celle des prix, ou à ce qu'il dévoile la nature intéressée des configurations littéraires, puisqu'il n'est guère de romans de la vie littéraire qui n'accomplissent de semblables critiques, mais à ce qu'il déconstruise, grâce à l'imbrication de la fiction et du discours économique, la nature spéculative du système des prix. Aucune analyse historique ou sociologique n'a aussi clairement souligné qu'elle le fait que les prix littéraires constituent essentiellement des paris sur les cours qu'atteindront ultérieurement les cotes des écrivains, des options à terme littéraires dont l'échéance est indéfinie. Les bilans des palmarès et des erreurs plus ou moins spectaculaires des divers prix, sempiternellement repris chaque automne, participent d'ailleurs de cette logique puisqu'on exige en quelque sorte des jurés qu'ils aient deviné quels allaient être 30 ou 60 ans plus tard les vrais grands écrivains. Et il y a d'ailleurs un roman très récent qui s'est entièrement basé sur le renversement de cette prémisse, c'est le prix Truoch-Nog de Yegor Grand. Qui plus est, Dunant signale aussi le rôle crucial des médias dans cette surenchère qui fait du pari inhérent au choix du lauréat la source de pari sur le pari, et partant d'une économie de la rumeur constitutive d'une ère médiatique de la vie culturelle. Et sur ce plan, seul James English, dans The Economy of Prestige, a poussé plus loin l'analyse. Et enfin, Dunant met en évidence, comme ce dernier, le rôle des prix dans une conversion généralisée des formes de capital, signalant même les effets des ressources inégalement réparties entre acteurs. Et Dany, l'héroïne, se présente comme une self-made girl, c'est un terme du roman, qui ne peut compter, comme son amant, sur les rentes du père commerçant. Elle lui dit « Je n'ai rien sauf moi-même. Ça vaut peut-être bien tes revenus, mais c'est comme les mines d'or, faut savoir exploiter. » Et là-dessous, je ne peux pas faire l'analyse, mais il y a un étonnant arrivisme féministe, entre guillemets, dans le roman qui mise sur le scandale pour s'insinuer dans le monde littéraire, et ce n'est pas uniquement négatif, puisque le texte lui-même, à la fois comme pensée et comme texte, met en œuvre le scandale. Le prix Lacombe lui-même et toute la carrière de Renée Dunant elle-même, qui a fait des romans érotiques à la même époque. Et on trouve de même dans Les Faux-monnayeurs une reconfiguration de la sphère littéraire innervée par une abondante intertextualité économique. Et le principal écrivain fictif, Édouard, s'étonne justement de voir son propre projet de roman envahi par ce langage. Les idées de change, de dévalorisation, d'inflation, peu à peu, envahissaient son livre. Et sans parler des aventures de la confrérie des hommes forts qui introduisent dans le récit diverses péripéties centrées sur la mise en circulation de fausses pièces de monnaie, cet envahissement conduit, comme chez Dunant, à une connotation systématique de la diégèse. La modestie d'un personnage fait faillite, un autre attend avec hâte le moment où il pourra monnayer les richesses de son cœur, un troisième souffre de ne pouvoir s'acquitter des bienfaits reçus, certains partagent une même incapacité à jauger leur crédit dans le cœur et l'esprit d'autrui, et enfin, un dernier, méditant sur ses actes, juge qu'il suffit de l'addition d'une quantité de petits faits très simples pour obtenir un total monstrueux. Tout se calcule, ou presque, dans ce roman. Cependant, la description des relations entre personnages sous l'angle du calcul, de l'échange, des opérations financières ne relève pas exclusivement d'une logique d'accumulation et de gain immédiat, voire de fraude pure et simple comme dans le cas de la fausse monnaie,
On peut même voir s'esquisser une économie parallèle, jamais vraiment aboutie, une contre-économie mettant en branle le système du don et du contre-don. Et divers glissements annoncés par les personnages eux-mêmes mènent à une contamination plus fondamentale encore de l'univers romanesque. Le trouble jeté sur les échanges par la question de la fausse monnaie se généralise progressivement et à l'instar des pièces semées par Strouvilou, un des membres de la confrérie des hommes forts, donc pièces qui se passent dans les mains de la plupart des personnages, ce trouble établit des correspondances serrées entre les principaux foyers narratifs du roman. L'intrigue juridico-pédagogique de la confrérie, les rivalités littéraires et la genèse du roman d'Édouard, et les conflits générationnels entre les adolescents et leurs parents. Et pour reprendre la stimulante analyse de Jean-Joseph Gou, les faux monnayeurs mettent en œuvre, sous le signe de la fausse monnaie, une triple démonétisation de l'étalon économique, l'art, du langage et de la paternité. Ceci grâce à un travail figural complexe fait d'analogies, de juxtapositions et de métaphores qui donnent par exemple à voir dans la bâtardise de Bernard, l'adolescent de l'Incipit, la figure emblématique de la contrefaçon familiale. Cependant, je ne puis suivre Gou jusqu'aux conclusions qu'il tire de ses analyses, car ce qu'il présente comme une crise épistémologique et littéraire radicale, une rupture définitive avec toute possibilité de fondement et passage par conséquent du langage art au langage jeton, non figuratif, avec Mallarmé et Valéry comme complices, correspond plutôt dans le roman de Gide à une interrogation sur la nature fiduciaire de la valeur, des valeurs, sur les conventions et la confiance. Et cette interrogation, d'un côté, valorise la rupture, l'aventure de la bâtardise, la spéculation intellectuelle sur l'identité, l'art, mais de l'autre, condamne sans retour les faux monnayeurs de l'esprit, écrivains qui, comme Passavant, cherchent à tirer profit de la confiance inhérente aux évaluations, au crédit amical et littéraire pour faire de leur renommée l'objet de spéculation, ou nihilistes qui, comme Strouvilou ou Armand Vedel, visent à ruiner définitivement l'idée même de valeur artistique. Gou, qui est concentré sur les équivalents généraux, néglige par conséquent ce qui fait de la valeur un lieu de tension, de négociation, de spéculation, et ne dit mot des luttes entre écrivains, de la reconfiguration économique de la vie littéraire opérée par Gide. Or, si les faux monnayeurs reprennent bien des topoïs abordés dans les œuvres antérieures, de la mise en abîme de l'écriture et de la satire des sociabilités délétères, à l'exaltation de la rupture et de la bâtardise, ils opèrent des déplacements significatifs, en particulier dans l'articulation entre figures d'écrivains, de bâtards ou d'adolescents, la bâtardise étant une figure emblématique de l'adolescence en général, et évasion de la prison familiale. La littérature est aussi, dans ce roman, le lieu d'une recherche de filiation, de règles, de fondements. Et le triangle littéraire et amoureux qui oppose Édouard, le romancier fictif, et le comte de Passavant, l'avant-gardiste mondain, au sujet des écrivains adolescents, signale un refus sans appel de la démonétisation radicale du langage et valorise plutôt une sorte de dépassement de la phase de rupture de la bâtardise révoltée vers une bâtardise critique qui veut rendre un son pur et choisit elle-même ses pairs. P-E-R-E-S, c'est important, et ne veut plus vivre sans règles. Il me semble que de Lafcadio, le personnage des caves du Vatican, à Bernard et Strouvilou, il y a un retournement vis-à-vis de la valorisation de l'aventure et de la bâtardise qui correspond à une sorte de constat de rupture dans l'économie générale du monde littéraire. Désormais, l'acte gratuit est une valeur dans le monde littéraire, ce qui met en danger la portée et le sens de la critique radicale des valeurs. Et donc, le problème central du roman, c'est d'une certaine manière la question que faire quand la dévalorisation systématique devient elle-même un objet de spéculation littéraire. Et chez Gide, il y a tout à la fois une manifestation explicite, comme chez Dunant, de la dimension libidinale des rivalités littéraires. Et j'ai l'impression que dans ce qui a été exposé ce matin, mais sans doute hier, la littérature s'empare énormément de cette dimension libidinale qui circule partout. Et sans doute que dans les textes purement économiques, c'est beaucoup moins central, pour dire le moins. Et donc, il y a à la fois cette manifestation explicite du soubassement libidinal, mais aussi l'expression implicite de l'intérêt de la valeur des filiations entre maître et disciple dans la vie littéraire, et enfin une tension profonde entre une conception relationnelle et une conception individualiste de la valeur. Tout se passe sur ce plan comme si le roman manifestait qu'il n'y a de valeur en littérature comme ailleurs que sur une base fiduciaire et socialisée, renversant ainsi le caractère fétichiste de l'économie capitaliste, pour reprendre l'analyse de Marx, alors même que dans le discours explicite à la conclusion de la fugue de Bernard, qui revient chez son père,
son faux père, il exprime au contraire une version idéaliste qui fait de l'individu le créateur ultime des règles, l'auteur unique de sa propre valeur, de ses propres barèmes d'évaluation. Et à cet égard, il y aurait sans doute un rapprochement opéré entre Gide et Valéry, qui rendent raison tous deux de la sphère littéraire comme lieu de spéculation, bourse de valeur, mais sauvent ultimement la littérature comme travail spéculatif, ensemble d'opérations de l'esprit, de cet intéressement général. Et il y a sans doute là une contradiction qui naît de leur prédilection pour la spécularité, la réflexivité, qui conduit aussi bien à l'examen de la littérature comme activité sociale qu'à l'idéal d'une pensée pure décrivant l'acte d'écrire lui-même. Il y aurait lieu de procéder à cette étape de l'analyse à une confrontation entre ces romans et les discours contemporains, ainsi qu'avec les contextes économiques et littéraires, et dans une telle optique, plutôt que l'abandon de l'étalon or, ce que je convoquerais, ce serait plutôt la phase d'intense spéculation financière des années 20, qui accompagna ou accéléra la percée du discours économique dans le discours social en général, et rebondissant sur le fait que cette spéculation toucha aussi le monde de l'art et de l'édition, en particulier avec le demi-luxe, comme l'a montré Norbert Bandier pour les surréalistes, j'aborderai alors les enjeux du champ littéraire, les luttes entre la nouvelle revue française, l'avant-garde surréaliste et la multiplication des prix littéraires, etc. Mais il me semble plus intéressant, en bout de parcours, de renverser la perspective et de parler de réflexivité plutôt que de détermination, pour faire deux remarques plus synthétiques. Si par des déterminations multiples, des effets de champ informent l'écriture, faire du postulat de la dénégation de la dimension sociale de l'art un des principes constitutifs du champ littéraire, comme le fait Bourdieu, tend, il me semble, à ériger ces déterminations en phénomènes essentiellement méconnaissables pour les écrivains. Et pourtant, l'analyse des romans de la vie littéraire montre au contraire, aux côtés d'innombrables mythifications, idéalisations, etc., malgré tout un important corpus de textes où une réflexivité sociologique est à l'œuvre, c'est-à-dire un retour par l'écriture, dans l'écriture, sur la dimension sociale de la vie littéraire. C'est le cas, par exemple, des textes de Dunant et de Gide, et qui s'emparent précisément du vocabulaire économique pour accomplir un tel travail. On pourrait même avancer que pour eux, l'économie est d'abord un langage, un répertoire d'idées, d'images, bien plus qu'une science ou que l'ultime ressort des activités humaines. L'économie sert à penser l'échange, la valeur, elle n'est pas le réel qu'il faut dévoiler. Et il y a néanmoins, dans ce retour sur soi, sur sa propre sphère d'activité opérée par le détour du roman, une forme de réflexivité que je qualifierais de référentielle chez Dunant et Gide, comme dans l'ensemble des romans de la vie littéraire. Et ceci non pas en vertu d'un cahier de charges réaliste, précisément, mais parce que la figuration d'une pluralité de littérateurs fictifs génère quasi systématiquement des jeux complexes de référentialité, et de façon plus forte encore que ceux qui ne convoquent qu'une figure d'écrivain. Et quoi qu'il en soit de cette question, une des interrogations qui ressort précisément du travail d'équipe, c'est que on peut se demander si la multiplication des romans de la vie littéraire à la fin du 19e siècle, et pour vous en donner une idée, un dépouillement du Mercure de France sur 5 ans a permis de relever 76 romans de la vie littéraire, au point où Rachel, qui est titulaire de la chronique, s'écrit « C'est assez de héros écrivains ». Donc, cette multiplication de romans de la vie littéraire à cette période, on peut se demander si ça ne participe pas, d'une certaine manière, à un vaste travail de réflexivité qui passe aussi par l'auto-réflexivité énonciative et la mise en abîme. Et penser la conjugaison dans le temps et parfois dans les mêmes textes, comme chez Gide, de ces différentes formes de réflexivité, demanderait de se départir, cependant, de ce qui, dans beaucoup des conceptions contemporaines de la réflexivité, s'enracine dans le romantisme d'Iéna, tel qu'analysé par Jean-Marie Schaeffer, un romantisme qui privilégie, je cite, la conscience réflexive de l'artifice plutôt que l'immersion dans un univers mimétique plausible, la problématisation de la tradition littéraire plutôt que la relation à la réalité extralittéraire. Or, il me semble que les romans qu'on analyse, leur intérêt est précisément dans la juxtaposition, l'imbrication de ces deux dimensions. Et à cet égard, sans doute que la piste de l'économie constitue une voie privilégiée entre toutes pour cet examen. Merci.